Lors du dîner d'anniversaire de ma sœur, mes parents ont ri, en disant « Tes enfants passeront toujours après ces jumeaux ». Alors, je leur ai répondu calmement, dans ce cas, mon argent ne devrait pas passer en premier, quand il s'agit de payer les factures. Personne n'a ajouté un mot. Si vous demandiez à ma mère de nommer ses enfants, elle sourirait, fière comme un paon, et dirait « Juste notre fille, Amélia ». Nous n'en avions besoin que d'une. Puis, peut-être, si quelqu'un le lui rappelait, elle ajouterait « Oh, et Derek, aussi ». Comme une pensée de dernière minute. Comme une chose dont elle se souviendrait sur sa liste de courses, après être déjà passée à la caisse. Amélia a 32 ans. Et si vous avez déjà rencontré quelqu'un, capable de s'étaler de tout son long, et d'être quand même applaudi pour l'élégance de sa chute, c'est bien elle. Ma sœur a ce talent, ce don profondément agaçant, et presque magique, d'être le centre de chaque conversation, même lorsqu'elle n'est pas là. Mon père et ma mère pourraient parler du changement climatique, ou du prix des œufs. Et, d'une manière ou d'une autre, la discussion reviendrait sur le sourire d'Amélia, ou sur son travail, ou sur cette fois où elle a failli être choisie comme figurante, dans une publicité pour des yaourts, il y a 8 ans. Elle ne l'a pas eu, d'ailleurs, mais il disait qu'elle y était presque. En grandissant, j'ai appris que, si Amélia obtenait un 15/20, c'était un miracle de l'ère moderne. Si j'avais des 20 partout, on me disait, eh bien, c'est ce que l'on attend de toi, Derek. Si elle renversait du jus, c'était, oh, mon pauvre bébé. Les accidents arrivent. Si je faisais tomber un gobelet, on me lançait, pourquoi es-tu toujours aussi maladroit? Avant, je pensais que j'en faisais trop, et que toutes les fratries avaient un peu cette dynamique. L'enfant prodige, d'un côté, et l'enfant invisible, de l'autre. Mais, au fil des années, il est devenu douloureusement évident que, dans notre foyer, Amélia était le soleil, et que l'on attendait simplement de moi, que je gravite en silence autour d'elle. J'ai quitté la maison à 19 ans, mais pas pour l'université. Je n'en avais pas les moyens, et mes parents n'allaient certainement pas payer. C'était parce que je ne pouvais pas supporter un dîner de plus, où ils faisaient semblant de ne pas me voir, tout en s'extasiant sur la dernière performance karaoké d'Amélia, ou sur son idée d'entreprise bancale. J'ai trouvé un travail dans un garage automobile du coin. J'ai retapé une Honda Civic bon marché de mes propres mains, et j'ai commencé à me construire une vie, en partant de zéro. Ce n'était pas très glamour, mais c'était ma vie. J'ai appris à gérer un budget, à économiser, et à me nourrir avec 10 € par semaine, s'il le fallait. Personne ne m'a jamais proposé d'aide, pas une seule fois. Amélia, pendant ce temps, traversait la vie comme si elle était dans un montage de comédie romantique. Elle a abandonné sa licence de marketing en 2e année, parce que cela étouffait sa créativité. Ensuite, ce fut une école d'esthétique. Au bout de 2 mois, elle a décidé que l'ambiance était trop toxique. Puis, une start-up de bijoux, une chaîne YouTube, et une boutique Etsy éphémère, qui vendait des sous-verres personnalisés pour 60 € pièce. À chaque fois qu'elle échouait, mes parents étaient là avec un filet de sécurité. Et je parle d'un filet de luxe. Son loyer était payé, les traites de sa voiture aussi. Ils lui ont d'ailleurs donné mon ancienne voiture, après que j'ai acheté un nouveau modèle. Et, quand cette voiture est tombée en panne, c'est moi qu'ils ont appelé, juste pour aller y jeter un coup d'œil. Chérie, tu es douée pour ce genre de choses. Et j'ai aidé, pendant des années. Non pas parce qu'ils le demandaient gentiment. Ils ne l'ont jamais fait. Mais parce qu'au fond de moi, j'espérais toujours que, si je continuais à être fiable, peut-être qu'un jour, ils me verraient, et m'apprécieraient. Peut-être qu'un jour, ils me diraient même merci. Ce jour n'est jamais arrivé. Quand j'ai eu 30 ans, j'avais ma propre petite entreprise. Un modeste garage de réparation automobile, avec quelques employés, et un flux de travail régulier. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais je ne manquais de rien. Je n'avais pas encore d'enfant, même si ma femme et moi pensions à essayer d'en avoir. Pendant ce temps, Amélia s'était mariée à un type nommé Trey. Il semblait assez gentil, mais il avait l'instinct financier d'un raton laveur ivre. Il vivait dans un appartement loué de 4 pièces, que mes parents avaient entièrement meublé, en guise de cadeau de mariage. Cela comprenait un canapé d'angle à 2400 €, et un lit king size, que je n'aurais même pas pu m'offrir aujourd'hui. Ensuite, Amélia a eu des jumeaux, et tout a basculé. Ce n'est pas que je n'étais pas heureux pour elle. Je l'étais, sincèrement. Mais, soudainement, la moindre conversation avec mes parents tournait autour des bébés.
Ils s'extasiaient devant des photos d'eux en train de manger des bananes. Ils m'envoyaient des messages de groupe, avec des mises à jour sur leurs couches, comme si j'étais un actionnaire. Ils ont même commencé à s'appeler eux-mêmes mamie et papy, comme s'ils étaient les vedettes de leur propre téléfilm de Noël. Et très bien, les grands-parents s'enthousiasment. Je le comprends. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi, après toutes ces années passées à être relégué au second plan, j'étais soudainement appelé en permanence. Non pas pour discuter, ni pour prendre de mes nouvelles, mais pour payer. D'abord, c'était, et mon chéri, Amélia a un mois difficile. Ça t'ennuierait de payer sa facture d'électricité, juste pour cette fois. Ensuite, c'était les courses, puis le loyer. Puis, les bébés avaient besoin de lait en poudre, et elle était tellement épuisée. Et j'ai encore dit oui, comme un idiot. Pas parce que j'avais de l'argent à jeter par les fenêtres. Mais parce que je ne supportais pas l'idée que mes nièces soient dans le besoin. Même si j'étais furieux contre ma sœur, ses enfants n'avaient rien choisi de tout cela. Avec le temps, c'est devenu la norme. Je n'étais plus seulement le type qui réparait leur voiture, ou qui faisait leurs courses. J'étais le distributeur de billets non officiels de la famille. Ma femme n'aimait pas ça du tout, mais elle me faisait confiance, pour imposer des limites. Des limites que je promettais sans cesse de fixer, et que je ne fixais jamais. Puis, le mois dernier, tout a craqué. Nous avions un rare dîner de famille, chez mes parents. C'était censé être une petite fête, pour l'anniversaire d'Amélia. Ils avaient préparé des lasagnes. Ils avaient décoré la salle à manger, avec des ballons portant l'inscription « Reine d'un jour », et ils diffusaient un diaporama de ses plus grands moments, sur la télévision. Je ne plaisante pas. Il y avait des photos d'elle avec un diadème à 6 ans, sur une balançoire à 8 ans, et tenant un faux diplôme à 25 ans. J'étais assis là, avec mon assiette tiède, écoutant à moitié mon père, qui racontait le parcours entrepreneurial d'Amélia, comme s'il s'agissait d'une conférence TED. Finalement, ma femme s'est penchée, et m'a chuchoté, « Sommes-nous invisibles, ou est-ce une sorte de secte bizarre ?» Je lui ai fait un sourire fatigué, et j'ai continué à mâcher. Ensuite, juste avant le dessert, ma mère a fait teinter son verre, et a dit, « Je veux juste dire, à quel point nous sommes fiers d'Amélia. C'est une mère si merveilleuse, et ses filles sont littéralement la lumière de nos vies. » Tout le monde a applaudi, même Trey, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'étais sur le point de me lever, pour commencer à débarrasser les assiettes, quand ma mère a ajouté avec désinvolture, « Tu sais, Derek, on espère que tes enfants seront presque aussi géniaux que les siens. Mais bon, j'imagine qu'ils passeront toujours après les jumelles, hein. » Elle a ri. Elle a ri, comme si c'était une blague inoffensive. Mon père a suivi le mouvement, et m'a donné un coup de coude, comme si nous étions de vieux potes. Tu sais que c'est vrai, fiston. On ne peut pas battre la perfection. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas souri. Je les ai juste fixés du regard. Puis, je me suis levé, calmement. Sans colère, sans crier, j'en avais juste fini. J'ai posé ma fourchette, et j'ai dit, cool. Alors laissez-la s'occuper des factures à partir de maintenant. J'arrête de tout payer. Il y a eu un blanc. Le sourire de ma mère s'est figé, confuse. Attends, quelle facture? Nous n'avons jamais rien reçu de ta part. Je n'ai pas ajouté un mot. J'ai simplement marché vers la porte, j'ai pris mon manteau, et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu ma femme murmurer, enfin, alors qu'elle me suivait. C'était il y a 2 semaines. Depuis, le silence est devenu inquiétant. Pas un seul appel, pas un message, même pas d'Amélia. C'est comme si j'avais lâché une bombe, en plein milieu de leur monde imaginaire, et que maintenant, ils attendaient de voir si la fumée se dissipe, ou s'il y a d'autres explosions à venir. Et, croyez-moi, il y en a d'autres à venir. Je ne m'attendais pas à ce que le silence fasse autant de bruit. On pourrait croire qu'après toutes ces années passées à être ignoré, à endurer d'interminables, Amélia ceci, et, Amélia cela, j'y serais habitué. Mais là, c'était différent, c'était plus lourd. Le genre de silence qui n'est pas seulement une absence, c'est une punition, une forme de représailles. J'ai vérifié mon téléphone, peut-être 20 fois par jour, pendant cette première semaine. Non pas parce que je voulais avoir de leurs nouvelles, ce n'était pas le cas, mais parce qu'une petite part rancunière de moi-même, savait qu'il devait bouillir de rage. J'imaginais la conversation de groupe, vibrer de commentaires passifs-agressifs. Je voyais ma mère,
se tordant les mains, tout en chuchotant à quel point j'avais été théâtral. Je l'imaginais, Amélia, prétendant être au-dessus de tout ça, ricanant, tout en comptant secrètement les minutes, jusqu'à ce que je cède. Mais je n'ai pas cédé, et toujours rien. Ce n'est qu'au 9e jour, que le premier message est arrivé. C'était de mon père. Court, froid, sans ponctuation, appelle-nous quand tu seras prêt à t'excuser. J'ai simplement fixé l'écran, et j'ai éclaté de rire. Pas un rire amer, ni colérique. Juste une sorte d'amusement creux, et stupéfait. M'excuser? De quoi, exactement? De m'être enfin levé et affirmé, après toute une vie passée à être leur paillasson personnel? Ma femme, Serena, a lu le message par-dessus mon épaule. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste tendu une tasse de thé, et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Nous avions déjà vécu ça une centaine de fois. Moi, en train de vider mon sac, de faire les 100 pas, et de rationaliser chaque comportement bizarre de ma famille. Mais, cette fois, elle a juste serré ma main, et elle a dit, « Alors, on fait quoi maintenant ?» C'était bien ça la vraie question, n'est-ce pas? Parce que, même si je voulais juste partir et ne jamais me retourner, une part de moi avait besoin de tourner la page, d'obtenir justice, ou peut-être juste la vérité. J'ai passé les jours suivants à rassembler des preuves. Littéralement. De vieux virements bancaires, des historiques Venmo, des SMS, des confirmations par email. Des années d'aide silencieuse, de compléments de loyer, de factures payées, et d'urgences de dernière minute. J'ai tout additionné. J'ai tout étiqueté soigneusement dans un tableur, j'ai même surligné les dates où ils avaient demandé de l'aide. Le grand total s'élevait à un peu plus de 41 000 euros. 41 000 euros. Et pas une seule fois, pas une, quelqu'un ne m'avait dit merci. Quand j'ai montré le tableur à Serena, elle a cligné des yeux 2 fois, et a dit, « Bébé, tu te rends compte que tu aurais pu payer l'apport d'une 2e maison avec ça, n'est-ce pas ?» Oui, j'en étais conscient. Et je ne voulais même pas récupérer l'argent. Là n'était pas la question. La question, c'était qu'ils avaient passé des années, à faire semblant que je n'étais qu'un frère aîné jaloux et distant, tout en siphonnant joyeusement l'argent de mon compte, comme si j'étais leur fonds de placement personnel. Mais ce n'est même pas le pire. Voyez-vous, le point de rupture n'est pas arrivé quand ils se sont moqués de moi. Ce n'est pas arrivé quand ils ont tout nié, ou quand ils ont gardé le silence après mon départ. C'est arrivé exactement 2 semaines plus tard, un jeudi après-midi ordinaire, quand j'ai reçu un appel de la banque. Bonjour, monsieur Whitmore. Nous vous appelons pour vérifier une activité inhabituelle, sur votre compte joint se terminant par 1045. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas de compte joint. Il y a eu un blanc. Nos dossiers indiquent le contraire. Vous êtes inscrit comme co-titulaire, sur un compte créé en 2020. Le titulaire principal est Amélia Whitmore. Au début, j'ai pensé que ce devait être une erreur. Une sorte de confusion d'identité. Je leur ai demandé de tout vérifier, les noms, les dates, les emails. Et bien sûr, c'était mes informations, mon numéro de sécurité sociale, ma signature. Seulement, je n'avais jamais rien signé. J'ai raccroché en tremblant. Mes mains tremblaient, littéralement. J'ai appelé Serena dans la pièce, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a fixé pendant 10 bonnes secondes, avant de dire, « Tu dois prendre un avocat, tout de suite. » Mais je n'étais pas prêt pour les avocats. Pas encore. J'avais d'abord besoin de réponses. J'ai appelé Amélia. Elle a décroché à la 2e sonnerie, comme si elle attendait mon appel. « Tiens, a-t-elle dit, avec cette petite intonation suffisante dans la voix. Regardez qui s'est enfin souvenu que nous sommes une famille. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. As-tu ouvert un compte bancaire joint à mon nom? Il y a eu un silence, juste assez long pour tout confirmer. Derek, a-t-elle soupiré, comme si j'étais un bambin faisant un caprice. Tu es tellement dramatique. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste que ton dossier de crédit est meilleur que le mien, et Trey a eu des problèmes. Alors, papa a aidé à mettre ça en place. C'était juste pour nous aider à faire valider le bail. Mon crédit? Tu as utilisé mon crédit? Tu as perdu la tête? Ne crie pas, m'a-t-elle coupé. On ne va pas faire ça. Tu ne l'utilisais pas, de toute façon. Ce n'est pas comme si ça t'avait coûté de l'argent.
Je pouvais sentir le sang affluer à mes oreilles. Tu as falsifié ma signature. C'est de la fraude. Là, elle a ri. Un rire détaché et désinvolte. Oh, s'il te plaît. Papa a dit que ça ne posait aucun problème. La famille n'attaque pas la famille en justice. Tu n'irais pas vraiment porter plainte pour ça. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai vraiment su, qu'aucun d'entre eux ne me considérait comme une personne. J'étais un portefeuille, un outil, un investisseur silencieux dans le grand projet Amelia. Et maintenant que j'avais pris mes distances, ils n'étaient pas seulement agacés, ils paniquaient. Car, sans moi, tout l'échafaudage s'effondrait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, tu vas le regretter. Et j'ai raccroché. J'ai passé le reste de la soirée à creuser. Des appels à la banque, une visite à l'agence, d'autres demandes de documents. Il s'est avéré que le compte avait été utilisé pour toutes sortes de choses. Des achats de meubles, des réparations de voitures, et même quelques journées dans un spa de luxe, qui m'ont retourné l'estomac. Le bail de leur appartement actuel? Et oui, lié à ce compte. Et comme j'étais le co-titulaire, j'étais responsable de tout ce qu'ils ne payaient pas. J'avais les mains liées, à moins de porter l'affaire en justice. Quand j'ai confronté mes parents, mon père n'a même pas eu l'air surpris. Il a juste haussé les épaules, et a dit, nous ne pensions pas que ça te dérangerait. Tu dis toujours que tu t'en sors bien. Et ma mère, elle a eu le culot de dire, pourquoi es-tu si égoïste, Derek? Nous voulions juste qu'Amelia ait sa chance. Tu as toujours été stable. Tu ne comprends pas ce que c'est pour elle. Je les ai juste regardés. Les mots me manquaient. Pas une seule excuse, pas même de faux remords. C'était comme s'ils croyaient, sincèrement, que ma réussite m'obligeait d'une manière ou d'une autre, à tirer Amelia d'affaire pour toujours. Que le fruit de mon travail acharné, leur appartenait pour être redistribué. Que mon identité, mon crédit, mon nom. Tout cela était à leur disposition. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou, plus précisément, que quelque chose s'est réveillé. J'avais passé ma vie entière à essayer d'être le bon fils, celui sur qui on pouvait compter, celui qui ne faisait pas de vagues. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Une signature falsifiée, une identité usurpée, et une famille qui me voyait comme un compte en banque, pas comme une personne. C'était terminé. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas donné d'explication. J'ai juste commencé à m'organiser. Serena et moi avons passé le week-end à parler à un avocat. Un de mes anciens clients, en fait, qui me devait quelques faveurs. Nous avons tout passé en revue. La fraude, le compte joint, les emails, les SMS. Et lentement, brique par brique, j'ai construit un mur entre eux et moi. Émotionnellement, financièrement, et légalement. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'ont rien vu venir. Je ne leur ai plus adressé la parole depuis ce dernier appel, pas une seule fois. Mais d'après ce que j'ai entendu dire par des connaissances communes, ils sont confus, et paniqués. Les factures s'accumulent, les cartes de crédit sont refusées, et Amelia est furieuse. Parce que maintenant, quand elle appelle à l'aide en pleurant, personne ne répond. Quand elle court vers maman et papa, ils haussent les épaules. Et quand elle essaie de me faire culpabiliser via des amis communs, tout ce qu'elle obtient, c'est le silence. Parce que j'en ai fini. Complètement et définitivement fini. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que la mise en place. Toucher le fond ne ressemble pas toujours au fait de tout perdre. Parfois, ça ressemble à être assis à la table de sa propre cuisine, à 2h47 du matin. Fixer une tasse de thé froide, et se demander comment les personnes qui vous ont élevé, ont réussi à élever une tempête à l'intérieur de vous, au lieu d'un abri. C'était moi, environ une semaine après la bombe du compte joint. L'adrénaline de la découverte était retombée, laissant place à une douleur silencieuse, et profonde. Pas seulement à cause de la trahison, même si c'était une brûlure très vive. C'était surtout à cause du deuil de toute cette situation, car c'est ce que personne ne vous dit. Couper les ponts avec une famille toxique n'est pas seulement une décision. C'est un décès. Un enterrement sans pierre tombale, sans éloge funèbre, juste le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à entendre tout ce que j'avais ignoré pendant des années. Les petites remarques, les regards en biais, la façon dont mes parents avaient toujours parlé à travers moi, et non à moi. La façon dont Amelia empruntait des choses sans demander,
puis agissais comme si je faisais un drame, simplement parce que j'y tenais. Les années que j'avais passées à essayer d'acheter leur approbation. Je pensais que si je faisais juste une chose de plus, si j'aidais juste une fois de plus, ils finiraient par me voir. Mais ils ne le feraient jamais, car je n'étais pas le favori. J'étais le plan B, le filet de sécurité, la doublure. Et maintenant que j'avais coupé le cordon, il s'agitait dans tous les sens. J'aimerais pouvoir dire que cette prise de conscience a été accompagnée d'une bande-son triomphante, et d'un montage au ralenti de ma personne renaissant de ses cendres. Mais la vérité était beaucoup moins cinématographique. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais vide, déraciné, comme si j'étais descendu d'un train en marche, et que j'attendais simplement de percuter le sol. Serena l'a vu avant moi. Elle a toujours été meilleure pour me déchiffrer, que je ne l'étais moi-même. Tu sais que tu as le droit d'être en colère, n'est-ce pas, a-t-elle dit un soir. Nous étions allongés dans le lit, tous les deux fixant le plafond, comme s'il contenait des réponses. Je suis en colère, ai-je répondu. Non, tu es déçu. C'est différent. La colère dit, tu m'as blessé et je ne te laisserai plus recommencer. La déception dit, tu m'as blessé, et j'aurais tellement voulu que ce ne soit pas le cas. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que c'était trop proche de la vérité. Elle s'est tournée sur le côté, et a glissé une main sous sa joue. Tu leur as tant donné, Derek. Tu n'es pas obligé de leur donner ça aussi. Ces mots ont frappé fort. Car, jusqu'à ce moment-là, je leur avais effectivement donné ça, mes pensées, mes nuits blanches, mon stress. Même dans le silence, ils percevaient encore un loyer dans ma tête. Et c'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Pas si je voulais trouver la paix. Alors, j'ai commencé à remonter la pente. Pas rapidement, ni de façon spectaculaire, mais de manière délibérée. D'abord, j'ai pris une semaine de congé du garage. Non pas parce que les affaires tournaient au ralenti, mais parce que moi, je tournais au ralenti. J'ai délégué à mon équipe. Je leur ai fait confiance pour tenir le fort, et je me suis autorisé à souffler. Au début, c'était étrange, comme si je faisais l'école buissonnière de ma propre vie. Mais, peu à peu, le calme a commencé à me sembler réparateur, et non plus étouffant. J'ai nettoyé le garage, j'ai rangé les outils que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai trouvé un vieux modèle réduit de voiture, acheté à l'époque où j'avais 19 ans. J'étais fauché, mais je croyais encore au passe-temps. J'ai commencé à l'assembler, pièce par pièce. C'était comme une thérapie en plastique. Ensuite, je suis parti pour de longues promenades en voiture, sans destination. Juste moi, la route, et la playlist que Serena avait laissée en attente sur mon téléphone. Parfois, je me retrouvais près d'un lac. Parfois, dans un resto-route, avec le pire café du monde. Mais cela n'avait pas d'importance. L'essentiel, c'était le mouvement, avancer, même si ça n'avait pas toujours de sens. Et, lentement, l'amertume a commencé à s'estomper. Pas complètement, pas d'un seul coup, mais suffisamment. Pendant ce temps, mon garage a commencé à marcher mieux que jamais. C'était peut-être la pause. C'était peut-être ma nouvelle clarté d'esprit. Je suis revenu avec des idées plus aiguisées, de meilleures stratégies de travail, et une nouvelle détermination à ne pas laisser mon travail devenir mon identité entière. J'ai augmenté mon équipe, j'ai investi dans de nouveaux équipements. J'ai même aménagé une petite salle d'attente, avec du vrai café, qui n'avait pas le goût du désespoir brûlé. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, les clients l'ont remarqué, et les affaires ont repris. Un jour, en levant les yeux d'une facture tachée d'huile, j'ai réalisé que nous venions de réaliser notre meilleur trimestre de tous les temps. Ce soir-là, Serena et moi sommes sortis boire un verre. Pas un dîner, pas une célébration chic. Juste des verres, dans ce bar sur le toit qu'elle adorait. Le soleil se couchait, peignant la ville d'orange et d'or. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas éprouvée depuis l'adolescence, quand je bricolais des moteurs dans un garage emprunté. De l'espoir. Il était fragile, bien sûr, mais réel. Bien sûr, se reconstruire ne concerne pas seulement l'extérieur. Le vrai travail s'est fait à l'intérieur. En silence, de manière maladroite, et parfois douloureuse. J'ai commencé une thérapie. Je n'en ai parlé à personne au début, pas même à Serena. Non pas parce que j'avais honte,
mais parce que je ne savais même pas ce que j'allais dire. Comment entrer dans le bureau d'un inconnu, et lui expliquer que votre vie entière n'a été qu'une longue audition pour un amour que vous n'avez jamais reçu? Mais je l'ai fait. Semaine après semaine, j'ai parlé, j'ai pleuré, et j'ai ri de moi-même. J'ai appris ce qu'étaient les limites, et les rôles de l'enfance. J'ai compris qu'être le responsable signifie souvent que l'on a été négligé d'une manière plus acceptable socialement. Et lentement, j'ai commencé à me pardonner. Pas à eux. Pas encore, et peut-être même jamais. Mais à moi-même. Me pardonner d'être resté si longtemps, d'avoir fait trop d'efforts, et d'avoir pensé que l'amour devait se mériter par le sacrifice. Un après-midi, quelques mois après le début de cette reconstruction silencieuse, Serena est entrée dans mon bureau avec une lettre. Une vraie lettre. Pas un email, pas un SMS. C'est de ta mère, a-t-elle dit doucement. J'ai fixé l'enveloppe comme si c'était une bombe à retardement. Tu veux que je la lise d'abord? Non, ai-je répondu, en la prenant. L'écriture était familière, tout en rondeur. Soignée. Le genre d'écriture qu'elle s'appliquait à utiliser, à l'époque où elle écrivait des petits mots dans la boîte à lunch d'Amélia, mais jamais dans la mienne. Je l'ai ouverte. C'était court. Derek, je ne sais pas ce que tu fais, ni pourquoi tu essaies de faire du mal à cette famille. J'espère que tu réalises que couper les ponts ne punit pas seulement nous. Cela punit aussi tes nièces. Tu leur manques. S'il te plaît, arrête d'être si froid. Tu vaux mieux que ça. Maman. Et c'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste une autre tentative de me faire culpabiliser. Un rappel de plus que, dans leur esprit, j'étais le problème. Que mes limites étaient de la cruauté. Que leur manipulation, c'était simplement la famille. J'ai plié la lettre, et je l'ai mise de côté. Et, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti obligé de répondre. Ni par la colère, ni par une explication, ni même par un silence voulu. J'ai juste laissé couler. Parce que j'avais fini de vivre pour des gens, qui ne me remarquaient que lorsque j'arrêtais de les servir. Ce week-end-là, Serena et moi sommes allés visiter des maisons. Pas parce que nous devions déménager, mais parce que nous le pouvions. Nous avons trouvé un endroit chaleureux. Une maison à 2 étages, avec un grand porche à l'avant, et une cour arrière qui captait parfaitement la lumière du matin. Il y avait des travaux à faire, bien sûr. Mais, là encore, j'en avais aussi besoin. Et j'aimais l'idée de réparer une chose qui m'appartenait. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé une vieille amie de la famille au supermarché. Quelqu'un qui assistait à toutes les fêtes d'anniversaire, et à tous les barbecues. J'ai entendu dire que les choses étaient un peu tendues avec la famille, m'a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Oui, on peut dire ça. Elle a hésité, puis a ajouté, tu sais, ta mère n'arrête pas de dire aux gens que tu traverses une mauvaise passe. Comme si c'était une phase, et que tu finirais par revenir. J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Laisse-la penser ça. Peut-être que ça l'aidera à dormir. Parce que la vérité, c'est que je traversais bien quelque chose. Mais ce n'était pas une phase. C'était une transformation. Et ce qu'ils ne réalisaient pas, ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est qu'en essayant de me briser, ils m'avaient fourni les outils pour me reconstruire. Non pas comme leur marionnette. Non pas comme leur distributeur de billets. Mais comme moi-même. Et, juste au moment où je commençais à croire que je pouvais vraiment les laisser derrière moi, un email est arrivé et a tout changé. Un objet en caractère gras, m'informant d'une action en justice concernant le compte 1045. Et avec cela, les retombées que je n'avais pas vues venir. L'objet du mail m'a frappé comme une gifle. Avis de poursuite judiciaire concernant le compte 1045. J'étais debout, au milieu de l'arrière-boutique de mon garage, quand la notification de l'email a retenti. Une seconde avant, je remplissais une commande de pièces, pour la reconstruction de la transmission d'un client. La seconde d'après, j'étais figé devant l'écran, les mots dansant devant mes yeux. Au début, ça ne semblait pas réel. Comme si c'était une arnaque par hameçonnage, ou une erreur administrative. Mais non, c'était très, très réel. Amélia n'avait pas payé. Le compte joint s'était effondré. Et mon nom était légalement lié à chaque achat, chaque contrat de location, et chaque prêt qui y était rattaché.
des paiements manqués, des soldes en souffrance, et un contrat de location, qui avait été résilié par anticipation, après qu'elle et Trey aient sauté 2 mois de loyer, et fait le mort auprès de leur propriétaire. Et devinez qui était encore tenu responsable pour tout ça? Eh oui, moi. J'ai cliqué sur les documents joints. C'était comme éplucher les couches d'un oignon pourri. Tout était là. Relevé de compte bancaire, lettre d'une agence de recouvrement, qui avait manifestement essayé de joindre Amelia sans succès, et qui avait maintenant décidé que j'étais la meilleure cible de rechange. 18 742,17 €. Je me suis adossé à ma chaise, en fixant ce chiffre. Non pas parce que je ne pouvais pas le payer. Je le pouvais. Mais parce que je n'étais jamais censé avoir à le faire. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas comme avant, quand je m'étais senti blessé, le cœur brisé, ou trahi. C'était plus froid. Plus net. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, passant du mode victime au mode exécutif. Il pensait que j'allais simplement encaisser le coup en silence, comme je l'avais toujours fait. Il ne me connaissait plus. J'ai transféré l'email à mon avocat, ce même après-midi. Il s'appelait Marco. Un type perspicace, obsédé par les détails, avec une mémoire d'éléphant, et la patience d'un mur de briques. Je l'avais aidé à restaurer une Mustang classique il y a quelques années, et il avait toujours dit que, si j'avais un jour besoin de services juridiques, il me revaudrait ça. Cette dette était sur le point d'être recouvrée. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin, autour d'un café. J'ai apporté une clé USB, contenant chaque preuve que j'avais rassemblée au cours des derniers mois. Capture d'écran, SMS, virement, et même une copie numérisée des documents originaux du compte joint, avec la signature falsifiée. Marco a tout fait défiler en silence. Ses sourcils se soulevaient un peu plus toutes les 2 minutes. Quand il a terminé, il a levé les yeux lentement, et a dit, « Derek, ce n'est pas juste de la fraude. C'est une usurpation d'identité criminelle, de la falsification de documents, et des abus financiers. C'est un cas d'école. » J'ai hoché la tête. Alors, quelles sont nos options? Eh bien, a-t-il dit en joignant le bout de ses doigts. Tu pourrais déposer une plainte à la police. Laisser l'État engager des poursuites. Cela t'enlèverait le contrôle de l'affaire, et ça deviendrait moche très vite. Il a laissé sa phrase en suspens. Ou alors, on y va au civil. Tu la poursuis directement. Et, si nous sommes stratégiques, nous impliquons aussi tes parents. Pour montrer un schéma d'abus coordonné. Il faudra être méticuleux. Pas d'éclat de colère. Pas de textos furieux. Juste des preuves, des traces écrites. Et la froide et dure vérité. Cette partie m'a fait hésiter. Car, même si je voulais obtenir justice, traîner ma famille devant les tribunaux ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de tracer une ligne dans le sable, une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Une fois la plainte déposée, il n'y aurait plus de fête de famille, plus d'excuses, plus d'espoir lointain de réconciliation. Mais c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Pas de la vengeance. De la liberté. Alors j'ai dit, fais-le. Marco a hoché la tête. Très bien. Alors nous commençons à poser les briques. Mais d'abord, nous faisons monter la pression. C'est là que la mise en place a véritablement commencé. La première phase, c'était de tout documenter. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Chaque SMS, chaque message vocal. Chaque paiement que j'avais effectué pour le compte d'Amelia, en remontant sur des années. Serena m'a aidé à tout trier. Nous avons étiqueté les éléments dans des dossiers à code couleur, jusqu'à ce que nous obtenions une bibliothèque numérique, digne d'une enquête fédérale. Puis, nous avons commencé à contacter des entreprises. Le propriétaire, qui avait loué à Amelia, était furieux. Il s'est avéré qu'elle avait laissé l'appartement saccagé, avec des arriérés de loyer, et des factures impayées. Il était plus que disposé à fournir une déclaration écrite, expliquant comment j'avais été inscrit comme cotitulaire, sans jamais avoir été présent lors de la signature du contrat. Il a même joint des photos des dégâts. Tapis taché, carrelage cassé, dessins au crayon sur tous les murs des couloirs. Comme si les enfants en bas âge avaient été élevés par des ratons laveurs. Ensuite, ce fut le tour de la banque. Sous la direction de Marco, j'ai déposé une déclaration sous serment officiel, affirmant que ma signature avait été falsifiée,
et j'ai demandé tous les journaux d'activité des comptes à mon nom. Cela a déclenché une révision interne, qui a fini par mener à une découverte intéressante. Le compte avait été créé en utilisant une copie numérisée de mon permis de conduire de 2018. Une année où je n'avais pas vu Amélia en personne, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors, où avait-elle obtenu cette copie? Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Mon père. À l'époque où je refinançais ma propre maison, en 2018, je leur avais envoyé une copie de mon permis par email. C'était pour l'aider avec des formalités administratives, qu'il co-signait temporairement. Je lui faisais confiance, et, apparemment, il l'avait transmise. La phase 2 du plan consistait à tendre le piège. J'avais besoin de savoir quelle était leur situation financière, maintenant que la banque Derek avait fermé ses portes. J'ai donc contacté une ancienne connaissance. Jenna, une voisine d'enfance, qui gardait toujours contact avec Amélia sur Internet. Jenna et moi ne nous étions pas parlé depuis des années, mais elle avait toujours été gentille, et elle détestait les drames. Je lui ai dit que j'étais simplement inquiet pour Amélia, et je lui ai demandé si elle avait publié des choses étranges ces derniers temps. Jenna m'a envoyé des captures d'écran, sans hésitation. Des stories Instagram, des posts Facebook, des tweets. Tous sur le même thème. Pauvre de moi. Amélia se faisait passer pour la victime. Elle avait publié des citations énigmatiques, comme « La famille vous trahira plus vite que des inconnus » ou encore « Certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous leur êtes utile ». Elle avait également partagé un lien GoFundMe, pour une urgence financière temporaire. Elle prétendait que ses jumelles risquaient d'être expulsées, et qu'elle avait été prise au dépourvu par des dettes inattendues. L'objectif, 10 000 €. Le total récolté après 3 semaines, 76 €. Je me suis presque senti mal. Presque. Phase 3. Les laisser venir à moi. Et bien sûr, ça a marché. 2 semaines après que Marco ait déposé une mise en demeure avant contentieux, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Un message vocal a suivi. C'était mon père. Derek, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Arranger quoi, exactement? Puis sont arrivés les emails. Le premier venait d'Amélia. Il était rempli d'insultes, à peine déguisé en excuses. Je ne pensais pas que tu irais si loin. C'était juste une petite aide. Tu prends ça dans des proportions démesurées. Ensuite, un deuxième email, plus désespéré. Les filles ont peur, Derek. Si on perd l'appartement, où vont-elles aller? C'est ça que tu veux. La culpabilité. Ils avaient toujours été si doués pour ça. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Car il ne s'agissait plus d'une simple rancune. Il s'agissait de créer un précédent. Et, finalement, la dernière pièce du dispositif, j'ai déposé une requête en restitution. Pas seulement pour la dette frauduleuse, mais aussi pour le préjudice moral, et l'atteinte à la réputation. Avec l'aide de Marco, nous avons monté un dossier, montrant comment la manipulation financière avait eu un impact. Non seulement sur mon crédit, mais aussi sur ma santé mentale, et sur ma stabilité professionnelle. La date d'audience a été fixée au 12 avril. Et à mesure qu'elle approchait, je suis resté silencieux. Aucune publication, aucun avertissement. Je voulais qu'il soit déstabilisé, qu'il s'agite, en espérant que je recule le premier. Je ne l'ai pas fait. Si. Une semaine avant l'audience, quelqu'un a frappé à la porte de mon garage. C'était ma mère. Elle avait l'air plus vieille, plus fragile. Comme si le stress s'était finalement installé dans ses os. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai croisé les bras. De quoi? Elle a hésité. De la famille. Du pardon. De mettre fin à tout ça avant que ça n'aille trop loin. Je n'ai rien dit, alors elle a continué. Amélia ne va pas bien. Trey est partie. Elle fait de son mieux. Et toi? Tu as toujours été le plus fort, Derek. Le responsable. Ne peux-tu pas l'être à nouveau, juste une dernière fois? C'était presque comique. Il s'attendait toujours à ce que je répare tout. Même maintenant. Même ici. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, j'étais le plus fort, et c'est exactement pour ça, que je ne réparerai rien cette fois-ci. Elle n'a pas répondu.
Elle a juste cligné des yeux, puis s'est retournée, et est partie sans un mot de plus. Le 12 avril approche, et je serai prêt. Parce que, quand des gens comme eux brûlent les ponts, ils supposent toujours que vous reviendrez à la nage, avec des seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Ils n'imaginent jamais, qu'à la place, vous construirez une île bien meilleure. Le 12 avril est arrivé, gris et froid. Le genre de matin qui semble retenir son souffle. Je me tenais devant le tribunal avec Marco et Serena. Je portais un costume bleu marine, que je n'avais pas mis depuis le mariage de mon meilleur ami. Il était plus serré maintenant. Pas à cause du poids, mais à cause de la tension. Chaque mouvement semblait calculé. Chaque pas était un choix. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour y mettre fin. Le hall du tribunal sentait légèrement le café, et la cire pour le sol. Serena a serré ma main une fois, avant que nous ne passions les détecteurs de métaux. Marco a ouvert la marche. Porte-document à la main, impeccable et imperturbable. Moi, j'étais fait de fer à l'intérieur. Pas de rage. Pas de panique. Juste ce feu lent, et constant, que j'attisais depuis des mois. L'audience n'était pas un procès complet, pas encore. C'était la procédure préliminaire. Le premier véritable test, pour déterminer si notre affaire irait devant un tribunal civil, ou si le juge recommanderait un accord à l'amiable. Dans un cas comme dans l'autre, c'était public. Et cela signifiait que la vérité serait enfin dite à voix haute. Devant des étrangers, et de manière officielle. Ils étaient déjà à l'intérieur quand nous sommes entrés. Mes parents étaient assis raidement, sur le côté gauche de la salle d'audience, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche. Ma mère n'arrêtait pas de serrer son sac à main, comme s'il contenait des réponses. Mon père fixait le sol. Amélia était assise entre eux. Les bras croisés, le menton levé haut, comme si elle passait une audition, pour susciter la compassion. Pas de trait. Pas d'avocat. Juste un représentant commis d'office, dont elle ne voulait manifestement pas. Elle m'a jeté un coup d'œil quand je suis entré. Aucune reconnaissance. Aucun remords. Juste de la défiance. La juge, une femme nommée Harris, qui avait peut-être la cinquantaine, des yeux perçants, et un carré court et gris, a ouvert la séance. Elle a introduit l'affaire, et a expliqué les chefs d'accusation. Fraude financière, utilisation non autorisée de données personnelles, restitution pour dommages et intérêts. Puis, elle m'a demandé si je voulais commencer. Marco s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit. Mon client a été le cheval de trait silencieux de sa famille, pendant des décennies. Il a soutenu sa sœur. Il a couvert ses factures. Il a même permis que son crédit soit utilisé, le tout, sans jamais se plaindre. Mais, lorsque cette générosité a été utilisée comme une arme contre lui. Lorsque sa propre identité a été falsifiée, pour soutenir un mode de vie auquel il n'a jamais consenti. Cette générosité est devenue de l'exploitation. Nous ne sommes pas ici pour nous venger. Nous sommes ici pour réclamer des comptes. Puis, ce fut leur tour. L'avocat commis d'office d'Amélia a bredouillé quelques faibles arguments de défense. Aucune intention malveillante. Un consentement implicite. Une confusion concernant les finances familiales. Mais c'était léger. Beaucoup trop léger. La juge Harris a regardé Amélia. Mademoiselle Whitmore, avez-vous, oui ou non, utilisé les informations de votre frère, pour ouvrir ce compte joint en 2020? Amélia a croisé les bras. Il n'a jamais dit que je ne pouvais pas, vous avez falsifié sa signature. Elle a ricané. Ce n'est pas comme s'il n'aidait pas de toute façon. Quelle est la différence? La différence, a déclaré la juge Harris, la voix se durcissant. C'est le consentement. Le consentement légal, écrit et éclairé. Consentement que vous n'aviez pas, la mâchoire d'Amélia s'est crispée. Ma mère s'est penchée pour lui chuchoter quelque chose, mais la juge l'a coupé. Pas de directive depuis le public, s'il vous plaît. Ensuite, les preuves ont commencé à défiler. Marco a produit les captures d'écran, la page GoFundMe. Les SMS demandant de l'aide, suivis par ceux qui niaient que cela se soit jamais produit. Les relevés bancaires, le bail de l'appartement qu'Amélia n'avait pas payé, avec mon nom dessus. Nous avions tout. Chaque mensonge, chaque manipulation. Le tout, emballé dans de petits dossiers bien soignés.
Et puis, le coup de grâce. L'enregistrement vidéo d'un appel téléphonique que j'avais eu avec Amelia, peu après la découverte du compte joint. Les lois de l'État autorisaient l'enregistrement par une seule partie, et j'en avais profité. Dans l'extrait, on pouvait entendre sa voix, claire comme de l'eau de roche. Ce n'est pas grand-chose. Tu ne l'utilisais pas de toute façon. C'est de la fraude, Amelia. Oh, s'il te plaît. Papa a dit que ça allait. La famille ne poursuit pas la famille en justice. Tu n'irais pas vraiment porter plainte pour ça. Quand l'enregistrement s'est terminé, la salle était silencieuse. La juge Harris a de nouveau regardé Amelia. Niez-vous avoir fait cette déclaration? Amelia a remué sur sa chaise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais contrarié. Vous étiez calme. Vous étiez méprisante. Et vous étiez pleinement consciente d'avoir fait quelque chose de mal. Ensuite, Harris s'est tourné vers mes parents. Vous avez tous les deux soumis des témoignages de moralité, en faveur de votre fille. Est-ce exact? Ils ont tous les deux hoché la tête. Vous avez affirmé que les actions de votre fils étaient motivées par la rancune. Qu'il attaquait la famille par jalousie. Qu'il était instable. À nouveau, ils ont hoché la tête. La juge Harris a ressorti leur déclaration signée. À la lumière des preuves, ces affirmations semblent désormais trompeuses au mieux, diffamatoires au pire. Monsieur Whitmore a fait preuve d'efforts répétés et de bonne foi, pour soutenir votre fille. L'abus n'était pas seulement financier. Il était émotionnel, chronique, et systématique. Elle s'est retournée vers Marco. Monsieur Whitmore, que demandez-vous en dommages et intérêts? Marco s'est levé. La restitution de 18 742,17 €, pour les dettes contractées via le compte frauduleux. Et 25 000 € supplémentaires en dommages compensatoires, pour le stress et l'atteinte à la réputation. Nous demandons également une injonction formelle. Celle-ci interdira à mademoiselle Whitmore d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit en utilisant l'identité de monsieur Whitmore, à l'avenir. Harris a griffonné quelques notes. Puis, elle a posé la seule question qui m'a pris au dépourvu. Monsieur Whitmore, souhaitez-vous aller jusqu'au procès? J'ai regardé Marco, puis Serena. Puis, je les ai regardés, eux. Ma famille. Le visage d'Amelia s'était décomposé. Pas à cause des remords. Mais par peur. Une vraie peur. Ma mère était assise, pétrifiée, la honte sur la bouche. Mon père me fixait, comme si j'étais un étranger. Et, peut-être que je l'étais. Votre honneur, ai-je dit en me levant. Je ne veux pas d'un procès. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus réécrire l'histoire. Que je n'étais pas fou. Que je n'étais ni froid, ni distant, ni amer. On a profité de moi à de multiples reprises, et j'en ai fini de les laisser prétendre le contraire. J'ai laissé le silence retomber, puis j'ai ajouté, et oui, je veux la restitution. Jusqu'au dernier centime. La juge Harris a hoché la tête lentement. Qu'il en soit ainsi. Le marteau a frappé le bureau. Affaire classée. Les retombées ont été immédiates. La saisie sur le salaire d'Amelia, ordonnée par le tribunal, a commencé dans le mois. Les paiements de restitution prendraient des années, mais cela m'importait peu. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait du message. La vérité était maintenant gravée dans le marbre, sur le papier, et dans les archives du tribunal. Et, plus important encore, en dehors de leur contrôle. L'histoire qu'ils avaient bâtie pendant des décennies. Celle où j'étais le grand frère distant, où Amelia était la douce artiste incomprise, et où mes parents faisaient de leur mieux. Cette histoire s'est effondrée. Et ils devaient maintenant vivre dans les décombres. Le GoFundMe d'Amelia a été signalé et supprimé. Ses réseaux sociaux sont passés en privé, après des jours de commentaires remettant en question sa version des faits. Trey n'est jamais revenu. Il s'avère qu'il prévoyait de partir depuis des mois, et mon action en justice lui a donné le coup de grâce. Aux dernières nouvelles, elle avait emménagé dans un 3 pièces avec une colocataire. Elle travaillait à temps partiel dans une boulangerie, et esquivait les paiements à la moindre occasion. Mes parents ont essayé de limiter les dégâts. Ils ont contacté des amis communs, et répandu des rumeurs. Ils ont affirmé que j'avais subi un lavage de cerveau par Serena, et que la thérapie m'avait retourné contre la famille. Mais les gens n'étaient pas dupes. Car, pour une fois, je ne me suis pas tu.
Je ne les ai pas salis. Je n'ai pas poussé de coups de gueule. J'ai simplement dit la vérité, calmement, en m'en tenant aux faits. Et les gens ont écouté. Cela fait 6 mois depuis l'audience. Serena et moi sommes toujours dans cette maison, avec le grand porche et la cour arrière ensoleillée. Le garage est à moitié fini, mais ça m'est égal. J'aime les projets qui prennent du temps maintenant. J'aime construire des choses lentement, avec intention. Le garage est florissant. J'ai promu 2 de mes gars à des postes de direction. J'ai commencé à encadrer des lycéens du coin, qui veulent apprendre la mécanique automobile. Ça fait du bien. Pas seulement de gagner de l'argent, mais de faire de la place pour les autres. Et quant à la famille, j'en ai une. C'est juste qu'elle n'inclut pas les personnes qui partagent mon ADN. Ma famille, c'est Serena, mon équipe, et mes amis. Ceux qui étaient là, quand je ne savais même pas que j'avais besoin d'eux. Les gens me demandent si je le regrette. D'avoir coupé les ponts, d'avoir été en justice, d'avoir brûlé les ponts. Mais le truc, c'est que je n'ai pas brûlé les ponts. J'ai simplement arrêté de transporter de l'eau, pour éteindre leurs incendies. Et, quand ils ont craqué l'allumette, je l'ai finalement laissé se consumer. La différence, c'est que cette fois-ci, je suis parti avec la carte.